Si nous sommes ici en Norvège, c'est parce que le marché de la voiture électrique est mûr. Elle représente 20% des voitures neuves immatriculées. Il faut dire que le gouvernement norvégien a mis en place une politique volontariste et qu'il y a un autre facteur à prendre en considération également, c'est que leur autonomie a profondément augmenté. On est passé de 150 km à maintenant plusieurs centaines avec Tesla. Mais une Tesla, ça coûte horriblement cher. Et justement, il y a un constructeur qui arrive avec une offre de 520 km, c'est Opel avec l'Ampera i. Alors 520 km, on arrive à une autonomie, enfin une portée qui devient maintenant intéressante. À 520 km, on peut imaginer de partir en vacances, de partir en week-end sans être angoissé par la peur de la panne. Ouais. Alors en fait, ces 520 km, ça répond à une norme. Dans la réalité, on est quand même un peu en deçà, on est à 380 km. Tout à fait, 520 km, c'est le fameux cycle NEDC. Alors c'est un cycle qui au moins mérite de se comparer les uns les autres. Mais on sait très bien que dans la vie courante, c'est pas représentatif et c'est pour ça qu'il y a une autre norme qui s'installe qui s'appelle la norme WLTP qui pour le coup reproduit une utilisation beaucoup plus classique. On accélère, on freine, on met la clim, on ouvre les fenêtres et là naturellement cette fameuse portée baisse un peu. Et on atteint plutôt 380, 400 km. Effectivement, on est parti, là on avait 360 km d'autonomie. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a trois indications d'autonomie. On a une autonomie maxi, c'est-à-dire si on est très éco, si on a une éco-conduite. Très vertueux. On a une moyenne et ensuite on a une distance mini. Là, je pense que si évidemment on a une conduite un peu plus dynamique. Donc ça permet un petit peu de se repérer, d'avoir des repères. Ça rassure sur le profil de conduite qu'on a. On se dit que si on continue à être très agressif, bon, bah, on devrait être plutôt dans le plancher bas. Et en revanche, si on sait qu'on va s'exposer à des grandes descentes de montagne par exemple, bah on va pouvoir recharger la voiture et même augmenter l'autonomie. Ça nous est arrivé hier d'ailleurs. Alors Opel n'est pas, on va dire, c'est pas un nouveau venu sur l'électrique. Opel a accumulé une expérience avec notamment l'Ampera. C'est un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie. Là c'est une technologie, on va dire, complètement différente. Là c'est une électrique pure. On est dans du pur électrique. L'Ampera de première génération avait une autonomie relativement restreinte, on était dans les 75-80 km en tout électrique, et on avait ce fameux groupe électrogène embarqué qui permettait de compléter. Là, on est dans un véhicule qui, depuis sa conception... Oui, c'est un véhicule qui est conçu pour être électrique, c'est pas comme la concurrence, par exemple une Golf, qui est thermique et électrique. Là, c'est vraiment une conception prévue pour être 100% électrique. D'ailleurs, les batteries se trouvent sous le plancher. Tout à fait. On a 280 cellules de batterie qui donc apportent cette puissance de 60 kW. L'intérêt de concevoir le véhicule d'emblée comme un véhicule électrique, c'est que les batteries et le caisson de batterie fait partie de la structure. Donc ça permet d'optimiser la rigidité de la caisse, l'espace intérieur aussi. L'accès, l'habitabilité. Et là on est dans un véhicule qui est relativement court, 4,17 m, et on peut monter à 5 et on a de la place aux jambes. Oui, c'est un vrai véhicule presque familial, on va dire. On a un coffre de 380 litres, on a 3 places à l'arrière, tout à fait acceptable. Ça peut devenir la voiture principale. Ça peut être la voiture principale pour partir à 4, 5 en week-end sans avoir à recharger. Ouais. Alors justement, la recharge, venons-en. Évidemment, ça dépend du type de prise. La durée de recharge dépend du type de prise. Tout à fait. Sur une prise domestique, on va avoir une recharge un petit peu plus longue, mais sur un supercharger en courant continu, on va pouvoir recharger en 30 minutes l'équivalent de 150 km. Donc en fonction de l'infrastructure qu'on rencontre, on a différentes vitesses de charge. Donc pour donner une idée, par exemple, sur un parcours classique quand on part en vacances, on préconise de s'arrêter toutes les 2 heures pour prendre un café. Et c'est vrai qu'on s'arrête, on va dire un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, on peut très bien imaginer que vous branchez la voiture pendant que vous prenez votre pause café et donc vous regagnez une centaine de kilomètres. Idéalement, ça pause déjeuner. Et là, pour le coup, on gagne beaucoup plus. Et puis, on apprendra aussi à organiser nos trajets en fonction de ces fameux points d'arrêt. On pourra recharger tout. D'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une application dédiée à cette voiture avec un GPS qui indique en fait un parcours avec le
plus intelligent avec des points de recharge possibles. Exactement, qui prend en compte cette nécessité de s'arrêter pour recharger dans l'itinéraire. Si on exclut Tesla, les voitures électriques, ça reste quand même des petites voitures. Ça reste la Zoé, la Leaf, et elles ont aussi des puissances relativement faibles, des puissances, on va dire, de citadine. Là, on a l'équivalent de 200 chevaux. 204 chevaux, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un véhicule très très lourd. Il y a, par exemple, on parlait des batteries, il y a 430 kg de batterie. La batterie, forcément, apporte une charge supplémentaire. Heureusement, cette répartition de masse est au plancher. Et donc, même sur un parcours routier assez sinueux, on ne nuit pas d'une masse qui pourrait être suspendue et qui nuirait au comportement. D'ailleurs, le positionnement des batteries donne un air un petit peu SUV, un petit peu crossover. On a l'impression d'avoir un véhicule surélevé. C'est vrai qu'on a une position de conduite et un design de carrosserie qui est plus dans les codes du crossover et du SUV, tout à fait. Alors, il y a aussi un truc assez rigolo, c'est on a une recharge, c'est-à-dire un freinage régénératif, mais il y a deux modes. Il y a soit un mode qu'on peut déclencher avec le levier de vitesse. On a un mode drive classique, on a un freinage régénératif, on va dire très très faible. On peut le forcer avec un L, où là, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. Et on peut également mettre ce freinage régénératif à l'aide d'une palette qui est sur le volant. Tout à fait. Là, il y a deux écoles en fait. Moi, je suis plutôt palette au volant, et toi, tu es plutôt levé de pied directement avec la molette. On s'est rendu compte effectivement à l'usage qu'on n'avait pas du tout les mêmes sensations et les mêmes la même approche. Même approche. Je pense que chaque conducteur trouve finalement le mode qui lui va bien et peut-être abandonne l'autre. Effectivement, moi, je me sentais plutôt à l'aise avec le freinage et le contrôle de ma vitesse au pied. Toi, c'était plus sur les palettes. Et puis, pour vraiment aussi un signal qui montre que ça freine fort, c'est que de manière réglementaire, lorsqu'on actionne ces palettes, les feux stop s'allument. Oui. En fait, avec un véhicule électrique, c'est valable aussi pour l'hybride, on a une conduite beaucoup plus paisible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est assez zénifiant finalement comme conduite. On a même parfois envie de se challenger en conduite éco-responsable, donc on n'est pas dans l'agressivité. Bien entendu, c'est un véhicule qui a, on va dire, toutes les dernières technologies, que ce soit de sécurité ou d'aide à la conduite. On a par exemple la lecture des panneaux, on a l'alerte de franchissement de ligne, la détection des angles morts. Voilà, on a toute une panoplie comme ça, un arsenal sécuritaire et technologique qu'on retrouve même dans des véhicules presque du segment, on va dire, supérieur. Oui, tout à fait. Et en complément de toutes ces aides à la conduite, on a évidemment le système OnStar qui est maintenant la marque de fabrique de toutes les Opel aujourd'hui, avec un label d'urgence et puis la possibilité de contacter un conseiller physique avec qui on peut converser en ligne. Donc les freins pour la voiture électrique, c'est, on a dit, l'autonomie. Donc là, Opel, on est dans les clous, c'est bon. Il y a la recharge, bon là, après, ça c'est un impondérable. Pour l'instant, on ne peut pas tellement l'améliorer. Et ensuite, il y a le prix. Le prix. Alors, à l'euro près, je ne peux pas te le confirmer aujourd'hui, mais nos voisins européens qui ont déjà leur prix affiché, à commencer par la Norvège qui l'a annoncé en décembre 2016, ont déjà un prix en dessous de 40 000 euros. Je ne vais pas te confirmer un prix français, mais on est vraiment dans cette centaines d'euros près, on sera dans cette zone-là tarifaire. Et donc, un véhicule électrique avec tout ce contenu techno, avec cette habitabilité, etc., est désormais accessible à aller à moins de 40 000 euros, alors qu'aujourd'hui, c'était plutôt réservé à la concurrence beaucoup